Bonjour, je me présente, je suis professeur TEPSI, maître de conférence en pneumologie à l'hôpital de Ruban. Bon, c'est avec plaisir que je partage avec vous ce cours qui traite un aspect important de la tuberculose dans sa forme extra-pulmonaire, qui est une partie très importante de cette affection, et d'ailleurs qui garde de plus en plus en matière de fréquence, et que la tuberculose extra-pulmonaire actuellement est beaucoup plus fréquente que la tuberculose pulmonaire, et qui nécessite certainement plus d'attention. Et d'ailleurs, c'est une tuberculose d'abord qui a des aspects qui sont très variés, mais en même temps qui nécessite des moyens diagnostiques beaucoup plus variés, beaucoup plus difficiles, et souvent multidisciplinaires, et qui peut aussi être à l'origine à la fois de complications fonctionnelles, peut mettre en jeu en fait le pronostic fonctionnel, mais aussi même vital dans certaines situations. Alors, en guise d'introduction, il s'agit d'une infection à mycobactérium tuberculosis, disséminée par voie lymphatique et hématogène ou même par proximité vers plusieurs organes ou tissus. La tuberculose extrapulmonaire est définie par l'atteinte d'un site extrapulmonaire associé au nom à une atteinte pulmonaire. Les formes ganglionnaires et pleurales sont les plus fréquentes, suivies par les formes post-articulaires et urogéniques. Sur le plan physiopathologique, en fait, elle fait suite en général à une primo-infection tuberculeuse patente ou latente, c'est-à-dire à expression clinique ou non, car une primo-infection, une fois que le BK arrive au niveau du poumon profond, suite à l'inhalation de ces particules à partir d'un sujet bacillitaire, ces BK vont, dans la majorité des cas, sont neutralisés au niveau de la sphère orale, sont pris en charge et neutralisés par le papier mucociliaire et les moyens de défense spécifiques, en l'occurrence les macrophages. Mais certains des cas, bien sûr, vont se disséminer via les relais lymphatiques et même la circulation sanguine et arrivent jusqu'au relais ganglionnaire et au niveau des différents organes. Et ainsi, des foyers secondaires de BK vont se former, vont se constituer dans différents organes, mais dès que la réponse immunitaire spécifique s'installe, entre 3 et 12 semaines, la plupart de ces foyers vont se nettoyer. Ils vont se nettoyer par cette immunité spécifique qui a la caractéristique d'être encore plus efficace. Cependant, dans des endroits, en général, qui sont moins irrigués, qui sont dans la circulation sanguine, elle n'est pas assez importante, eh ben, le BK peut rester quiescent au niveau de ses foyers secondaires pendant des mois, voire des années. Et là, pas le moment opportun, c'est quoi ce moment opportun? En fait, c'est l'affaissement de l'état immunitaire pour une raison ou une autre, telle que une grippe, un état de dénutrition, un état de stress, une crise prolongée de corticoïdes ou plutôt d'immunosuppresseurs, etc., pour que ce BK il sera réactivé, il sera à l'origine de l'installation d'une tuberculose au niveau de l'endroit concerné. Voilà, donc ça va concerner un endroit, plutôt un organe. Le BK, une fois qu'il se situe dans un endroit bien donné, il va susciter une réaction immunitaire à l'origine de lésions, de manifestations, plutôt un aspect histopathologique particulier, voilà, qu'on qualifie comme étant une inflammation spécifique, et qui est un granulome caractéristique et d'ailleurs qui permet, en plus de la recherche de BK ou par une étude bactériologique, c'est un élément histologique qui permet de confirmer le diagnostic. Et quand on confirme le diagnostic, quand toutes les caractéristiques sont là, et un élément important de ces caractéristiques, de ce granulome tuberculeux, c'est la présence de calcium, qui se forme de nécrose calcieuse et spécifique de la tuberculose. Voilà, qui prend le caractère blanc, jaunâtre, pâteux, onctueux, rappelant le fromage blanc. Il est plus ancien, il devient grisâtre et peut s'imprégner de calcaire. Lorsque du calcium est retrouvé, au cours d'une biopsie pleurale, abcès froid, festivalisation d'un ganglion, le diagnostic de tuberculose est immédiatement évoqué. Alors, en fait, on distingue plusieurs types de pleurésie, plutôt de tuberculose extra-pulmonaire qu'on vient de citer d'ailleurs,
et que d'abord les plus fréquentes, on a bien dit que ce sont les pleurésies fibreuses d'origine tuberculeuse, et puis la tuberculose ganglionnaire. Alors, les pleurésies fibreuses, qui constituent un motif de consultation et d'hospitalisation en pneumologie encore assez important, particulièrement dans notre pays, voilà, sont des épanchements à liquide clair, jancétrin, exudatif, riches en albumine et en fébrine, voilà, qui tend à se coaguler spontanément, de composition cytologique variable, mais en général prédominance lymphocytaire, et qui est liée à une inflammation de la plèvre d'origine tuberculeuse. Sur le plan physiopathologique, les lésions pleurales dépendent en partie de l'affection causale, mais certains aspects sont communs à toutes les étiologies. On sait très bien que la cavité pleurale virtuelle de nature, et qui contient une petite quantité de liquide fine, 10 à 12 cc, qui à l'origine, enfin, qui permet juste le glissement entre les deux feuilles, facilite par conséquence la respiration. Cette quantité de liquide peut augmenter pour une raison ou une autre, mais en général, il y en a deux mécanismes les plus importants, soit par cause inflammatoire, soit par cause mécanique. Et dans ce cas, bien sûr, il s'agit d'une inflammation. Voilà, et quand il s'agit d'une inflammation, donc c'est du liquide qui a un certain nombre de caractéristiques. C'est un liquide inflammatoire, riche en protéines. Alors, donc cette inflammation, en fait, qui est secondaire à l'infection au Mycobacterium tuberculosis, est responsable d'un phénomène congestif, d'un œdème et d'un exsudat fébrile. Voilà, l'abondance est parallèle à l'importance de l'inflammation, donc plus qu'on a une inflammation, plus qu'il y a un exsudat et plus qu'il y a un liquide plus important. Comment on pose le diagnostic? Bon, il y a en général le diagnostic qui n'est pas difficile, mais il demande une démarche qui est bien hiérarchisée, qui est bien claire, bien tracée, qu'on doit suivre, bien sûr, pour gagner en matière de temps et d'efficacité. Donc, le diagnostic d'abord est évoqué devant des données cliniques et radiologiques, et la confirmation, elle ne peut être que bactériologique, mais essentiellement histologique, car la recherche de BK est très difficile, voilà, à ce niveau-là. Quelles sont les circonstances de découverte d'une pleurésie fibreuse d'origine tuberculeuse? Sont diverses, donc le plus souvent c'est un sujet qui est jeune, qui présente des signes généraux, à type d'asthénie, anorexie, amaigrissement, de sueur nocturne, de fièvre modérée et d'amaigrissement. Voilà, ce sont des signes généraux qui permettent en général d'évoquer l'infection tuberculeuse et particulièrement si on est devant un sujet avec une notion de contagion tuberculeuse. Alors, les symptômes respiratoires sont spécifiques à l'atteinte pleurale. Donc d'abord une douleur thoracique qui est en général quasi constante et qui bloque la respiration, qui est exacerbée par la toux, le décubitus latéral du côté de l'épanchement. Voilà, donc cette douleur thoracique en fait qui est surtout déclenchée par le mouvement ou même par une respiration ou une expiration profonde. La toux qui est sèche, qui est de type pleural, qui est quinteuse, qui apparaît au changement de position aussi. Donc tout changement de position en fait déclenche la douleur thoracique, déclenche la toux, et une dyspnée qui est proportionnelle à la quantité de l'épanchement. Donc plus que l'épanchement est important, plus que le poumon sous-jacent subit un collapsus, une compression, donc un collapsus passif. Voilà, ce qui l'exclut partiellement ou totalement de la ventilation et sera responsable de l'installation du dyspnée. Dans certains cas, la dyspnée est plutôt secondaire à la douleur, donc ce n'est pas une dyspnée réelle. C'est que le patient, parce que quand il respire dans le cycle respiratoire, ça va déclencher une douleur thoracique, ce qui lui en fait impose un mécanisme par mécanisme de défense de respirer de façon plus ou moins superficielle afin d'éviter de déclencher cette douleur. L'épanchement est habituellement unilatéral, le plus souvent à droite. Alors, l'examen clinique est caractérisé par le syndrome pleural, inspection immobilité d'un héméthorax, voilà. À l'auscultation, on trouve le murmure vésiculaire et tachynie ou abolie, souffle pleuritique est inconstant au frottement pleural, disparition en apnée. À la palpation, on trouve abolition des vibrations vocales et à la percussion, on trouve une matité
une matité. Essentiellement, tous ces éléments se font, ou plutôt on va les distinguer par comparaison au côté contralatéral. Donc l'examen clinique est très clair et permet de trouver tous les signes compatibles avec un syndrome d'épanchement thoracique. L'imagerie est un élément important, en passant par la radiographie thoracique en général, et ça suffit, donc en général on s'arrête là, ça suffit pour poser le diagnostic d'un épanchement pleural liquidien radiographiquement, mais ça nécessite de le confirmer par les fonctions. Donc pour un épanchement pleural de moyenne abondance, il s'agit d'une opacité qui est dense, qui est homogène, qui est non systématisée, il s'agit d'un épanchement, il s'agit d'une atteinte pleurale, effaçant les contours des éléments de voisinage, essentiellement la cellule cardiaque, non rétractile. La rétraction ne peut se voir qu'à un stade très avancé de la maladie où on a des séquelles pleurales, limitées par une ligne bordante, concavant ou en dedans, chose qu'on va voir sur la radiographie thoracique. Comblant totalement le cul-de-sac costodiaphragmatique, la ligne supérieure est floue, concavant ou en dedans, se prolongeant profondément vers l'apex par une ligne bordante axillaire, ligne de Damas. Quand l'épanchement, il est très important, on le qualifie comme de grande abondance, l'opacité peut occuper la totalité de l'hémithorax, refoulant les organes de médiastin, trachée en contralatéral, pointe du cœur, et après, en général, c'est des patients souvent qui tolèrent mal l'épanchement pleural, et souvent ce sont des sujets dyspniques. Le diagnostic différentiel d'un épanchement de grande abondance peut se poser avec une atélectasie, et bien sûr, le fait d'analyser bien la radiographie thoracique de face, ça permet facilement de faire la différence entre les deux. C'est qu'en cas d'atélectasie, c'est qu'il y a une opacité qui occupe la totalité de l'hémithorax avec des signes de rétraction et attraction de médiastin vers le côté malade, alors quand il s'agit d'un épanchement pleural liquidien, c'est plutôt l'inverse. Il s'agit d'un refoulement vers le côté contralatéral. L'échographie thoracique est une technique nouvelle qui prend de l'ampleur de par le monde, permet de confirmer l'existence d'un épanchement liquidien par la présence d'une image anéchogène. Elle permet de repérer l'épanchement, est particulièrement intéressante quand l'épanchement est clos au niveau de petite abondance, car elle permet de guider la ponction directement. Voici les images d'un épanchement pleural liquidien qu'on voit ici. C'est un épanchement pleural liquidien qui est de moyenne abondance. On voit une opacité qui est dense, qui est homogène, qui est étalée en plage, qui passe la coupole diaphragmatique et comble le cul-de-sac, qui passe la silhouette cardiaque. Et dans la limite supérieure, elle est nette, elle est régulière. On la voit ici. Elle rejoint la paroi en pointe douce, ce qui est compatible avec un épanchement pleural liquidien de moyenne abondance, plus ou moins libre dans la grande cavité pleurale. Pourquoi j'ai dit plus ou moins? Parce qu'en fait, on voit ici que on a une tendance à voir plutôt un épanchement qui commence à évoluer vers une collection. Voilà, on voit une petite convexité qui commence à s'installer à ce niveau-là. À côté, en fait, on a un épanchement pleural liquidien de grande abondance, se forme d'opacité en plage, dense homogène, qui occupe la totalité de l'hémithorax droit. C'est un refoulement, le refoulement du médiastin contre latéral, et avec des signes de distension se forme, voilà, d'un élargissement qui est modéré, en fait, des espaces intercostaux. Voilà, et c'est un épanchement qui est compatible, c'est une image qui est compatible avec un épanchement pleural liquidien de grande abondance, en général. En fait, la fonction pleurale exploratrice c'est une étape avancée de l'exploration, car se pratique en pneumatique après une bonne désinfection. Entre le 7e et 9e espace intercostal postérieur, en pneumatique c'est clair, à authentifier le diagnostic par la mise en évidence d'un liquide qui est jaune cétrin, avec les caractéristiques suivantes, essentiellement syrofibrineux, voilà, et jaune cétrin, poisseux, et se coagule plus rapidement. Voilà. L'étude cytologique et bactériologique et biochimique est importante pour le diagnostic qui permet de montrer qu'il s'agit d'un liquide riche en albumine, 30 grammes par litre, en fibrine, résultat positif, LDH élevé supérieur à 200 unités, avec une lymphocytose franche, voilà, qui dépasse entre 80 et 100% de lymphocytes.
Voilà. En raison, en fait, de la pauvreté du liquide pleural en bacille, elle est rarement positive en microscopie, même après centrifugation. Voilà. Par contre, la culture, elle peut être positive et elle permet d'apporter parfois un. Mais reste l'élément le plus important, c'est l'histologie. Le test à la tuberculine est un élément important, le plus souvent positif. Il s'agit de l'injection de la tuberculine en intradermique par une technique qui doit être bien faite. Après, on attend 72 heures et on fait une lecture. On cherche l'induration et non pas la rougeur. Voilà, ce qui permet d'identifier et de mesurer la réaction inflammatoire. Et une fois si l'IDR est positif, en fait on parle de positivité, bon ça dépend un petit peu du statut immunitaire du patient, mais en général à partir de 10 on considère que c'est positif. Voilà, ça permet aussi d'orienter vers une pathologie d'origine tuberculeuse ou non, car un IDR négatif, ça n'exclut pas, mais on est beaucoup moins pour l'origine tuberculeuse. Par contre, un IDR positif, c'est plus compatible avec l'origine tuberculeuse, particulièrement chez un sujet jeune. Alors, par contre, le diagnostic de certitude, voilà, le diagnostic de certitude est une étape avancée du diagnostic. Jusqu'à maintenant, on parlait d'un faisceau d'arguments qui permet éventuellement d'opposer le diagnostic. Par contre, la certitude, elle ne peut être que histologique. Voilà, comme elle peut être rarement bactériologique. Granulome tuberculeux, qui est avec une microse occasieuse à la biopsie pleurale, qui se pratique soit à la par l'aiguille d'Abrams ou de Castellin, ou par thoracoscopie, par une biopsie directe. Le deuxième moyen de diagnostic de certitude, mais qui est moins utilisé, c'est la culture de BK, car elle n'est pas toujours fructueuse. On a du liquide pleural ou du fragment de biopsie pleurale qui permet de mettre en évidence le BK. Voilà, voici ici les moyens diagnostiques qui sont utilisés. Ben, ici, c'est l'aiguille d'Abrams, où on introduit l'aiguille à travers la paroi thoracique après une anesthésie au niveau de l'espace intercostal. On essaie toujours de raser le bord supérieur de la côte inférieure pour éviter de toucher le paquet vasculaire nerveux qu'on voit à ce niveau-là. Une fois que l'aiguille d'Abrams est dedans, on ouvre l'aiguille, on le retire un petit peu en arrière et après, on va plaquer contre la paroi thoracique, ce qui permet de piéger une partie du tissu de la plèvre pariétale au niveau de cet orifice-là, au niveau de l'aiguille d'Abrams. Après, on tourne, on va guillotiner cette partie tessulaire, on va retirer en général un fragment, puis on refait 3-4 fois pour avoir le maximum de fragments et pour optimiser le diagnostic. Ça quand il s'agit d'une biopsie à l'aveugle. Par contre, une thoracoscopie permet de voir directement les points qu'il faut biopsier en général sous forme de taches blanchâtres parsemées au niveau de la plèvre, dans la biopsie en général, et concluante un pourcentage. Très bien, le diagnostic de présomption, il s'agit d'un tableau clinique compatible avec des signes généraux chroniques, asthénie, alaigrissement, anorexie nocturne, fièvre spirale. Et à l'imagerie, une image radiologique compatible avec un épanchement pleural liquidien, plutôt d'une localisation de tuberculose extrapulmonaire, et l'examen cytologique ou histologique compatible qui évoque une tuberculose, et qui ne permet pas de la confirmer, par exemple une lymphocytose à la cytologie, ou plutôt un granulome tuberculoide sans nécrose caduleuse. Ça peut évoquer une tuberculose, mais ça peut accepter d'autres diagnostics. La positivité de l'intradermoréaction est un élément aussi qui est pour l'origine tuberculeuse. Voilà, comme il est important aussi d'éliminer un certain nombre de diagnostics ou de diagnostics différentiels, qui soient devant un épanchement ou devant d'autres localisations de la tuberculose. Quels sont les diagnostics différenciés qui se posent devant un épanchement pleural liquidien? D'abord, la matité localisée et l'érale crépitant évoque la tête parenchymateuse, devant une condensation parenchymateuse, ou pneumonique en général. Devant une atelectasie étendue, on trouve un silence respiratoire, c'est-à-dire il n'y a pas de murmure vésiculaire. Par contre, on peut éventuellement une augmentation de l'exagération de la transmission des vibrations vocales. Voilà, qui peut simuler sur le plan radiologique une pleurésie.
Une pachypleurie avec ascension de la propos diaphragmatique, souvent aussi des signes de rétraction compatibles avec des lésions pleurales. Les pleurésies surfibreineuses néoplasiques posent aussi un problème majeur comme diagnostic différentiel de la des pleurésies surfibreineuses tuberculeuses. Voilà, le diagnostic est facile quand le patient présente un cancer qui est connu. Par contre, il est difficile lorsque la pleurésie est révélatrice. C'est-à-dire la pleurésie, elle se présente pour la première fois et la pleurésie, elle est isolée. Donc la malignité est évoquée devant un tableau clinique qui est fait d'eux. D'abord d'un état général qui est plus ou moins altéré, d'un épanchement qui est récidive, qui est abondant et qui a souvent un caractère séro-hématique. Et on retrouve tout ça en général chez un sujet qui est d'un âge avancé. En fait, la pleurésie tuberculeuse est plutôt l'apanage du sujet jeune et l'épanchement métastatique, ou plutôt néoplasique, est plutôt l'apanage du sujet âgé. Sur le plan radiologique, association à l'épanchement d'une image radiologique, les éléments de certitude sont fournis par la cytologie du liquide pleural et la biopsie pleurale. Le mésothélium pleural ou le cancer pleural primitif évoqué devant une exposition à l'amiante, en général qui remonte à plusieurs années avant le développement de la maladie, l'existence de douleurs vives et à la radiographie thoracique, feuillet pleuraux, festonnés. Le liquide est riche en acide hyaluronique et le diagnostic est confirmé par la biopsie pleurale. Difficile, éventuellement, ça peut nécessiter une immunohistochimie. Alors, les pleurésies infectieuses non tuberculeuses d'origine virale. D'origine virale, les PSF virales sont rares, presque toujours associés à une pneumopathie virale. L'épanchement en général est peu important, il est légèrement fébrile et souvent associé à une péricardite. Les PSF d'origine bactérienne, pneumonie ou pleuropneumopathie avec suppuration bronchopulmonaire ou septicémie. Les PSF parasitaires, pleurésie amébienne. Les autres causes, en fait, les hémopathies, les connectivites, le syndrome de Demensberg, qui est associé aussi à une acide qui est fibrome de l'ovaire, affection sous-diaphragmatique à droite, affection hépatique à gauche et affection pancréatique. Forme clinique. Tuberculose ganglionnaire. Les ganglions cervico-tuberculeux sont la manifestation la plus fréquente de la tuberculose extra-pulmonaire. C'est un élément important de la tuberculose extra-pulmonaire et un motif de consultation très fréquent en pneumologie, en ORL, en médecine générale, et ça prend de plus en plus d'ampleur encore parmi les différents types de tuberculose. L'examen clinique montre une adénomégalie ferme sur peau qui est saine ou fluctuante, adhérant à la peau, pouvant évoluer vers l'abcès froid, indolore, ou s'ouvrir à la peau, fistulisée, etc. Diagnostic de présomption. D'abord, la ponction, aspiration à l'aiguille permet de mettre en évidence des lymphocytes, un granulome tuberculoïde et élimination des autres diagnostics différentiels. Dédié à la tuberculose positif, le diagnostic de certitude, casium à la cétoponction et ou granulome tuberculeux à la biopsie exérèse et ou culture de BK positif, succoganglionnaire et ou fragment de biopsie ganglionnaire. Le diagnostic est confirmé soit par la ponction aspiration à l'aiguille, soit par l'exérèse chirurgicale avec étude cytologique ou anatomopathologique et bactériologique. Par exemple, direct, gène expert, culture. Il est à signaler que les lésions sont généralement post-bacillaires avec un examen direct, rarement positif, environ 10%. Encore un élément important, c'est la méningomélière tuberculeuse, malgré qu'en matière de fréquence, elle est beaucoup moins fréquente, mais en matière de gravité, elle est très grave. Donc c'est une pathologie qui peut mettre en jeu le pronostic vital et qui nécessite d'être connue par tout praticien, essentiellement en pneumologie et en médecine générale. Le type de description, c'est un sujet jeune, un enfant non vacciné au BCG,
qui consulte pour asthénie profonde, fièvre élevée, dyspnée, tirage, cyanose d'installation aiguë avec des signes digestifs, l'examen polypnée, tachycardie et désaturation. Voilà, en fait, on a décrit un sujet jeune, mais ça se voit aussi chez les sujets âgés, immunodéprimés, postpartum, etc. Diagnostic de présomption, miliaire hématogène au téléthorax, donc ça permet d'évoquer fortement le diagnostic de miliaire hématogène sur la radiographie thoracique de face, particulièrement chez un sujet jeune, fébrile et avec une dyspnée. Le guide céphalorachidien clair lymphocytaire avec hyperalbuminurie quand il y a une atteinte méningée, qui sont fréquemment associées. D'ailleurs, devant une méningite, ou plutôt devant une miliaire tuberculeuse, on est toujours appelé à rechercher une méningite. Et l'inverse est vrai aussi. Diagnostic de certitude, recherche de BK positif au niveau du LCR, tubage gastrique ou recherche de BK dans les urines, examen direct aux cultures, et recherche de tubercules de Bouchu au fond de bilan systématique à la recherche des autres localisations au fond d'œil, lésions caractéristiques se font de taches blanchâtres de 1 à 3 mm de diamètre, arrondies, légèrement relief, plus ou moins œdème papillaire, contre-indication de la ponction lombaire. La ponction lombaire examen du LCR faite même en absence de syndrome méningé évident, si méningite tuberculeuse, le liquide sera clair, riche en albumine, supérieur à 1 gramme par litre. Hyperalbuminurie, riche en lymphocytes, 30 à 300 éléments. En recherche de BK dans les urines, examen direct et culture, 6 autres localisations évidentes, épanchement à la radiographie thoracique nécessitant une ponction biopsie pleurale avec preuve anatomique. Les tuberculoses abdominales, la cytotuberculose simple, sensible d'hypertension portale, la ponction ramène un liquide jaune-citrin, riche en albumine et en lymphocytes. La péritonite tuberculeuse, résultant de l'évolution de l'adénopathie rétropéritonéale mésentérique, leur rupture dans le péritoine entraîne la formation de foyers casieux cloisonnés par la fibrose, adhérant par endroits aux onces intestinales. Les tuberculoses des os et des articulations, la tuberculose de la colonne vertébrale ou mal de botte, c'est une forme grave par ses complications neurologiques allant jusqu'à la tétraplégie. Et on a aussi la tuberculose des articulations. Voilà, ce sont des formes de tuberculose aussi qui nécessitent souvent des traitements et qui parfois nécessitent beaucoup. Tuberculose généto-urinaire, qui est une forme grave de la tuberculose. La tuberculose rénale qui se manifeste souvent par une infection traînante, voire une hématurie. La tuberculose de l'appareil génital peuvent être la cause de stérilité ou de grossesse ectopique, essentiellement par l'atteinte au niveau des trompes. La tuberculose du péricarde est la moins fréquente des tuberculoses des cirrhoses. Les symptômes cliniques sont essentiellement la dyspnée, l'aggravation progressive, pouls rapide, paradoxale, diminution de la pression artérielle, assourdissement des bruits du cœur, fièvre élevée et altération de l'état général. La classe de gravité des tuberculoses extrapulmonaires. On a les formes sévères, voilà, qui nécessitent en réalité un traitement spécifique. On a les formes aiguës graves telles que la minière et la méningite, ou plutôt la minière et la méningite essentiellement. On a la péricardite, qui peut éventuellement évoluer vers des complications graves. La tuberculose vertébrale, mal de pote avec des complications graves. Et la tuberculose rénale, la même chose. Des formes communes qui sont la pleurésie fibrineuse, adénopathie périphérique, tuberculose osseuse, ostéo-articulaire, péritonite, viscérale, cutanée. Alors, le traitement, pour le traitement, en fait, le but du traitement, bien sûr, c'est de sauvegarder le pronostic vital du patient, d'éradiquer l'infection, éviter les séquelles, préserver le pronostic fonctionnel. Quels sont les moyens pour réaliser ce but? D'abord, c'est le traitement antituberculeux et des traitements associés. On peut faire recours à un traitement associé tel qu'une corticothérapie, par exemple,
pour pallier à certaines formes graves, ou plutôt une inflammation importante qui peut mettre en jeu le pronostic. Pour le traitement, d'abord, en fait, dans les formes sévères, on fait recours à un régime de première ligne, catégorie 1, de RHZ2E, c'est-à-dire 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol, et 4 mois de rifampicine, isoniazide. Les formes communes, bon, sont moins graves, post-bacillaires, où le nombre de bécanes n'est pas très important. Donc, le risque, en fait, de développer, de sélectionner des germes résistants est moins important. Voilà, catégorie 3. Et on donne 3 médicaments à la fois pendant 2 mois, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide. Et on ne donne pas de ethambutol. Et après, on fait un relais par 4 mois de rifampicine, isoniazide. Traitement adjuvant, une corticothérapie. Contre les cirrhoses sont très inflammatoires, et particulièrement dans la méningoméliaire hypoxémiante, on fait recours à la corticothérapie. On fait recours aussi à la corticothérapie dans d'autres formes, telles qu'une adénopathie volumineuse compressive, dans la tuberculose urétérale, en fait, pour lutter contre l'inflammation importante et essayer au maximum de préserver le pronostic vital ou fonctionnel d'un organe. La ponction évacuation des cirrhoses, d'adénite ou d'abcès froid, oui, ça fait partie aussi du traitement adjuvant. Quand le patient présente une dyspnée, on fait recours suite à un épanchement pleural liquidien de grande abondance. Même avant l'exploration, on peut ponctionner rapidement pour le soulager. Quand il s'agit d'une adénopathie volumineuse, on peut la ponctionner pour vider. Un abcès froid, la même chose. Donc en fait, c'est des traitements associés qui peuvent apporter un confort important, voire une accélération de la guérison. La kinésithérapie aussi, c'est un volet capital dans la prise en charge, mais essentiellement dans l'éviction de l'installation de séquelles. Essentiellement respiratoire, car une pleurésie mal soignée va évoluer vers un épaississement pleural, une rétraction, des séquelles, pachypleurie, ce qui va diminuer à un degré variable la fonction respiratoire. Et si on traite pas mal, on traite pas bien en fait une pleurésie et le patient développe des séquelles, ça va ça peut engendrer en fait une insuffisance respiratoire avec un déficit ventilatoire restrictif de degré variable bien sûr en fonction de l'importance des séquelles. Voilà. Des séquelles aussi articulaires sont possibles et la kinésithérapie peut apporter un plus dans la matière de récupération fonctionnelle. La chirurgie, elle a une place aussi importante, essentiellement esthétique et parfois fonctionnelle, en cas d'abcès froid, essentiellement pour des adénopathies au niveau cervical, persistantes, ou au niveau ostéo-articulaire ou urogénital, voilà, pour éventuellement traiter soit des lésions profondes, un abcès froid, ou plutôt faire la réparation de séquelles persistantes. L'évolution, elle est favorable, le patient peut évoluer vers une guérison sans, mais ou avec des séquelles qui sont minimes, qui ne gênent pas le pronostic fonctionnel et vital, avec des cicatrices kéloïdes, épaississement pleural, ou une fonction aveuglée avec une fonction respiratoire préservée, mais elle peut être défavorable, et ça peut engager le pronostic vital. Il se pose surtout devant les formes sévères, miliaires asphyxiantes, méningo-encéphalites et tamponnades. Le pronostic fonctionnel est engagé. Toutes les atteintes de tuberculose extrapulmonaire peuvent garder des séquelles compromettant la fonction de l'organe atteint, telles qu'une insuffisance rénale, une stérilité ou plutôt une cause importante de grossesse extra-utérine, de péricardite constrictive, de pachypleurie et d'insuffisance. En fait, pour pallier à cette infection, tuberculose extrapulmonaire, il est important de développer la prévention et de maintenir un état de veille assez élevé pour lutter contre cette infection. Sachant bien que la tuberculose extrapulmonaire prend de l'ampleur d'une façon
très importante ces dernières années et qu'en matière de fréquence, ça dépasse maintenant largement la tuberculose pulmonaire. Donc d'abord, premier volet, c'est la vaccination. Le vaccin de Kamategara au BCG, qui est un vaccin vivant atténué, qui est systématiquement ingéré à la naissance. Voilà, c'est une sorte en fait de primo-infection artificielle qui permet de garder l'immunité à support lymphocytaire toujours éveillée afin de lutter contre une infection tuberculeuse. Sachant bien que la vaccination au BCG ne protège pas contre la tuberculose, mais apparemment protège bien contre les formes graves de la tuberculose, essentiellement contre la méningo-miliaire, avec une protection qui dure en moyenne 7 à 10 ans. Le deuxième élément très important de la prévention, c'est le dépistage et le traitement précoce des malades bacillifères. En fait, on est appelé à dépister, à travailler sur le dépistage de tous les sujets bacillifères cracheurs de VK, qui sont à l'origine de la dissémination de la maladie dans la société, à l'origine de la dissémination des tuberculoses pulmonaires et extrapulmonaires et des primo-infections. Voilà, c'est le dépistage et le traitement de ces patients, certainement fortement la contagiosité au sein de la société permet d'éviter le développement d'une tuberculose, de la tuberculose qui est stockée soit la tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire. En conclusion, je vais dire que la tuberculose extrapulmonaire est en constante augmentation dépend de la tuberculose pulmonaire. Les formes ganglionnaires et pleurales sont les plus fréquentes. Le diagnostic de tuberculose extrapulmonaire est difficile, souvent présomptif, reposant sur un faisceau d'arguments radiocliniques et anatomopathologiques. Le traitement repose sur la chimiothérapie antituberculeuse, mais la durée peut dépasser les 6 mois dans de nombreuses situations. La corticothérapie est obligatoire pour les formes méningées et péricardites et que la vaccination par le BCG protège contre les formes graves de la tuberculose.